Bonne et heureuse année 2021 à toutes et à tous. Que l'année nouvelle soit constructive à tous. Que la Providence nous aide à concrétiser nos vœux latents au-delà de nos attentes. Bonjour à toutes et à tous. Une semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour et bon réveil. Bienvenue sur Info Hebdo. Le président Patrice Talon a avisé hier et a mis fin au suspense au sujet de sa candidature à la présidentielle de 2021. Il a laissé entendre, je cite, « Je serai candidat pour défendre la démocratie, nos libertés et la bonne gouvernance. Rien que pour rendre durable la bonne gouvernance jusqu'à ce que cela soit un acquis pour chacun et pour tous. Je resterai dans la dynamique. » Fin de citation. En clair, Patrice Talon sera candidat à la présidentielle de 2021. Le sujet sera au cœur du décryptage de ce matin pour lequel je reçois pour vous, fidèles amis internautes de Info Hebdo, Jules Léandre Kitty. Il est analyste politique qui sera face à Joseph Perzo Anago, directeur de publication du quotidien La Dépêche. Au cours de cette émission, mes invités commenteront la décision de la Cour constitutionnelle au sujet du parrainage et de la prorogation du mandat du président de la République. Nous parlerons également, si le temps nous le permet, de la condamnation hier à 12 mois de prison ferme de l'ancien maire de la ville de Calavi, Patrice Komlan Ousouguédé, par le tribunal de première instance de Calavi à l'issue d'un procès relatif à une affaire domaniale. Le décor ainsi planté, je retrouve mes invités juste après le jingle pour le décryptage. Le décryptage de ce matin, Joseph Perzo Anago, bonjour. Bonjour mon cher confrère, bonjour aux internautes de ESAE TV. Bonjour à vous, Julien Kitty, c'est un plaisir de vous revoir enfin. Le plaisir est partagé, merci à ESAE TV, merci aux internautes qui nous suivaient, qui de temps à autre, paraît-il, disent, bon, voilà, ils sont passés où? Et demandent, d'après vous, on est toujours dans la République. Pourquoi vous êtes absent? On travaille pour la République. Non, juste des questions de contretemps, sinon ça a été toujours un plaisir, ça l'est encore pour moi d'être ici, d'être avec toi, ce que j'appelle le jeune journaliste de haut niveau. Merci de continuer sur la lancée. D'être en face de Joseph Anago, qui est un grand frère très fair-play, qui accepte qu'on le cogne suffisamment. Ça, c'est vrai. Ça va être certainement très humble, très modeste. Ça va être suffisamment encore le cas tout à l'heure. Donc, heureuse année 2021 à tout le monde. Heureuse année 2021. Joseph Perzo Anago, vos vœux à l'origine de cette année nouvelle. Oui, je voudrais souhaiter à tous, surtout aux internautes, tout le bonheur possible et que leur réalisation soit effective. Que leur réalisation soit effective. Alors, Joseph Perzo Anago, Patrice Talon a visé hier, comme je disais en entame de cette émission, il sera candidat à la présidentielle 2021. Est-ce que cette annonce vous a surprise? Absolument pas. Je ne suis absolument pas surpris. Et je le dis à bon escient dans la mesure où on peut aller consulter les archives de ESAE TV. Je l'ai toujours dit ici, il était bel et bien candidat depuis. Après les 2 premières années de gouvernance du président Talon, il était évident que, vu un peu les extrémités que le pouvoir a pu atteindre, le régime a pu atteindre, il était sous les tropiques inconcevable qu'il puisse s'en aller comme ça, parce qu'il devrait maintenant conserver le pouvoir, parce qu'il y a eu assez d'impairs, il faut le reconnaître, qui ne tolèrent pas la moindre incartade en griffe. Pourquoi? Parce que, vous voyez, on attendait le président Talon ailleurs. Mais il s'est beaucoup plus illustré dans la répression des libertés et tout le reste. Et donc, et quand vous observez un peu sur la scène politique, surtout sous les tropiques, essentiellement dans certains régimes totalitaires, celui qui vient ne part plus, il n'a plus l'intention de partir. Il veut se donner suffisamment de garanties. Et donc, moi, depuis les 2 premières années du président Talon, je me suis dit, il ne partira pas. Et donc, quand il disait, j'aviserai, j'ai dit après cela qu'il se maintenait. Il fera tout pour se maintenir. Et donc, on est dans ce schéma en ce moment. Et donc, l'annonce de sa candidature ne vous a pas surprise? Ne m'a absolument pas surprise. Je m'y attendais. Il n'y a rien à dire. Il n'a fait que réaffirmer ce que certains observateurs avertis savaient déjà. Ce que certains observateurs savaient déjà. Mais Julien Kitty, est-ce que le président Talon s'est vu contraint de poursuivre la dynamique? Non, on ne dira pas ça et je parlerai certainement pas comme Joseph Perzo Anago. Vous savez, il faut partir d'abord de la légalité. Moi, je suis foncièrement légaliste.
aussi bien l'ancienne constitution que celle révisée aujourd'hui prévoit que c'est possible que celui qui est au pouvoir 5 ans après pour le premier mandat demande à remettre son mandat en jeu pour un second. La nouvelle constitution, la constitution révisée, va plus loin en disant que nul de sa vie ne sera président de la République 2 fois. Alors, de ce point de vue, je n'ai aucun souci, ni pour le respect de la légalité, ni pour le souci de ce comportement qu'il semble dénoncer sous nos tropiques, où ceux qui sont au pouvoir veulent s'y accrocher. Maintenant, entre 2 mandats, du premier au deuxième, est-ce que, vu que dans le passé, en tout cas en venant au pouvoir, le chef de l'État, Patrice Talon, le candidat, avait dit « bon, je veux bien faire un mandat unique ». Est-ce que c'est parce que les gens ont gardé en tête pour trouver aujourd'hui qui s'accroche au pouvoir? Justement. Non. Je pense que ce volet de la question a été, de mon point de vue, souvent mal apprécié. Il y avait une condition qu'il avait posée. Il avait dit, je veux bien faire du mandat unique je le paraphrase, une expérience personnelle du point de vue, je comprends ça comme une pédagogie pour montrer aux gens que oui, ça peut se faire. Alors, mais il demandait à ce qu'on accepte la révision de la Constitution telle qu'il la suggérait. Vous vous rappelez, la première monture, la première tentative, c'était, donc ça venait du gouvernement. Et donc c'était un paquet de dispositions qui devraient permettre de créer des moules qui permettraient que n'importe qui devenait président de la République pourrait s'y mettre et faire avancer le pays. Et comme ça n'a pas été accepté, je crois 1 ou 2 fois, ça n'a pas été accepté. Je l'ai vu encore dire à la télévision nationale, ok, puisque ça n'a pas été accepté en l'état, la Constitution qui est en vigueur l'est pour tout le monde et pour moi aussi. Ça, il a dit. Ça veut dire que depuis ce temps, le président Patrice Talon avait déjà dit, donc, considérez que je vais tabler sur donc la Constitution en vigueur. Et maintenant, quand on est allé à la révision de la Constitution, celle qui a marché, on n'est plus allé sur les mêmes questions exactement, en tout cas dans les détails. On est allé sur 3-4 questions qui finalement ont permis de faire une révision de la Constitution. Que le chef de l'État aujourd'hui veille être candidat à sa propre succession, pour moi, ça ne viole pas la Constitution. Donc, la légalité, pour moi, est au-dessus d'une parole prononcée dans un contexte donné, avec des conditions données. Et ça, pour moi, ce débat, il faut qu'on le dépasse. Est-ce que Patrice Talon viole la Constitution aujourd'hui en disant « je veux être candidat ». Maintenant qu'on dise qu'il a été contraint, je veux bien les arguments avancés par Joseph Perzo-Anago qui dit qu'on a atteint des extrémités, le gouvernement Patrice Talon a atteint des extrémités qui font qu'il ne peut pas laisser ces extrémités ne sont pas forcément, il ne faut pas y voir forcément des choses négatives. Vous pouvez, et ça c'est ce que le chef de l'État a dit, il dit, moi avec mon gouvernement et avec tout le peuple béninois, avec les mêmes hommes qui étaient dans les mauvaises pratiques avant, nous avons poussé le pays à ce qu'il a appelé une renaissance. J'y vois un peu de changement de mentalité, la crainte de mal gérer la chose publique. Aujourd'hui, j'ai coutume de dire, avant, vous pouviez, pendant que le fonctionnaire d'État ou même privé mettait le grappin sur l'argent qui ne lui appartenait pas, aujourd'hui, en tout cas dans la conscience collective, eh bien, vous pouvez disperser vos billets de banque sur la table. Il y a eu des changements considérables. Il y a eu des changements considérables. Alors, de ce point de vue, pour moi, il faut écouter le chef de l'État sur ses mobiles. Il dit, il faut que les moules que nous créons, la dynamique que nous mettons en place, nous puissions la consolider de sorte à ce que quiconque vient après puisse s'y mettre. Mais il ne faut pas y voir quelqu'un qui veut s'éterniser au pouvoir. Je pense que si, et c'est ce que je souhaite pour lui, si en 2021, au terme du scrutin d'avril 2021, le chef de l'État, Patrice Talon, il est réélu à la tête de l'État, il ne fera que 5 ans en plus. Et ça, après, j'estime qu'après ces 5 ans, cette consolidation dont il parle serait déjà une grande réalité. Et on va avancer. Maintenant, si M. Anago a des preuves, a des preuves palpables de malgouvernance, d'accord, des preuves irréfutables
de malgouvernance qui peuvent lui permettre de contredire les propos du chef de l'État qui estime que le Bénin est mieux gouverné aujourd'hui, libre à lui de les avancer. Joseph Personnagos, tout à l'heure, Julien Kitty disait que la légalité est au-dessus d'une parole donnée. Est-ce que vous partagez cette opinion? Mais avant cela, avant de vous répondre, je voudrais dire ceci, le temps qui lui a été imparti, je voudrais quand même pouvoir aussi en jouir. Tout à fait. Je tiendrai grand compte de cela. Mais pour dire ceci, l'égalité, je suis aussi légaliste, mais je suis aussi respectueux de la parole, du serment. Quelque part, je me dis, l'éthique... Non, c'est pas le serment. C'est pas le serment. Je suis désolé. Je peux continuer. Non, mais si vous voulez parler au plan moral, au plan juridique, un serment a un sens. Est-ce que je peux... Julien Kitty, ce n'est pas un prétend vous aurez le temps de réagir à nouveau, s'il vous plaît. Allez-y. Voilà. Tout à l'heure, je l'ai vu, il était un peu mal à l'aise, mon confrère. Ah bon? Je lui en sais gré. Parce qu'en fait, lorsqu'il était arrivé à un niveau de ses propos, il n'avait pas pu dire que le chef de l'État a déclamé. Pas une seule fois. Même si la démarche de révision n'aboutissait, j'en ferai, moi, une réalisation personnelle. C'est-à-dire, il voudrait faire le mandat unique. Il le ferait à titre personnel. C'est-à-dire, moi j'appelle... Il a dit, c'est la parole d'un homme. Est-ce que... Je vous en prie, je dois aller au bout. Non, je vous relance juste... Donc, vous ne pouvez pas me relancer à cet état précis. Est-ce que... Je suis désolé, mon cher confrère, vous me laissez aller au bout. Aller au bout, vous permettez d'aller au bout. Je dis, lorsqu'un homme, oui, qui plus est, un homme d'État, parce qu'il était déjà dans la peau d'un homme d'État, lorsqu'il faisait sa prestation de serment devant toute la nation, il ne me l'a pas dit dans l'antichambre, il a dit à toute la nation, on était tout de suite, qu'il en fera. Lorsque Yaya Jammeh et Mugabe disaient que il serait contraire aux réalités du pouvoir et qu'il allait revoir... Yaya Jammeh de Savalou ou bien de Katagon? Parce que je suis au Bénin. Si Yaya Jammeh de Katagon ou est régi par les Patrice Talon normes... n'a pas été contraint à certaines réalités du pouvoir, puisqu'il a opéré certaines réformes quand même. Vous m'obligez à faire une petite extrapolation tout à l'heure pour dire, parce que mon confrère m'a provoqué en disant que si que je peux étayer mes déclarations de preuve, je dirais, que mettez-vous dans la bonne gouvernance. C'est-à-dire, j'ai l'impression que depuis quelques moments, certains intellectuels, au gré de leurs ambitions ou de leurs perspectives, changent le sens des mots. La gouvernance reste la gouvernance, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est-à-dire c'est la gouvernance. Et la gouvernance à l'intérieur, il y a la gouvernance, vous êtes à la tête de l'État, la gouvernance implique et les finances, les droits humains, le développement et tout ce qu'on veut. C'est ça la gouvernance, qu'on me dise le contraire. Aujourd'hui, les droits humains sont à quel niveau au Bénin? Quel est le niveau des droits humains? Ce n'est pas personne qui le définit. Mais un peu partout, ça a été constaté. Les droits humains sont tombés décrescendo. Ça aussi, c'est la gouvernance. Lorsque le chef de l'État dit que rien que pour rendre durable la bonne gouvernance, jusqu'à ce que cela soit un acquis pour chacun, si cela doit durer 25 ans, le chef de l'État restera au pouvoir pendant 25 ans. Parce que c'est lui qui doit mesurer la durabilité ou les acquis dont il parle. C'est-à-dire, lorsqu'un président de la République, qui voudrait se projeter encore dans l'avenir, dit qu'il restera au pouvoir jusqu'à ce que la gouvernance, la bonne gouvernance, soit un acquis pour un peuple, il lui revient à lui seul de mesurer ça. Parce que si dans 5 ans, dans 10 ans, il nous dit ce n'est pas encore un acquis, bon, mais quand on va atteindre cela, je vous le dirai. Dans 40 ans, je vous en prie, j'ai encore la parole. La Constitution est je vous en prie, il n'y a pas de Constitution qui vaille en ce moment, dans la mesure où tout à l'heure, vous m'aviez dit, que vous aviez dit ici sur le plateau, que la nouvelle Constitution dit 2 ans, on ne fera pas plus de 2 ans. Nous sommes d'accord. Ouais. Il y a 1 an que le chef de l'État a déjà consommé. Nous sommes d'accord. Il arrive dans la nouvelle constitution. On l'a vu dans les pays d'à côté où on dit, attention, c'était l'ancienne constitution. Nouvelle constitution dit 2 ans. Je voudrais implorer l'intelligence de mon confrère. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qui va se passer? Puisque c'est la nouvelle constitution, je verrai encore les intellectuels nous dire, attention, nous sommes dans la nouvelle constitution, il vient de faire seulement un mandat, il lui reste un mandat. On a vu ailleurs. Ou alors, l'histoire est là, à côté, récente. Et donc, je voudrais dire ceci. Moi, j'observe, j'apprécie et j'analyse. Je me dis que le chef de l'État est allé trop loin pour dire, rien que pour rendre que cela soit un acquis
pour chacun et pour tous, je resterai dans la dynamique. Donc il restera au pouvoir. Donc, Tant qu'il va juger que nous n'avions pas encore acquis la bonne gouvernance, il va rester ad vitam au pouvoir. Je trouve que c'est une déclaration de trop. Une déclaration de trop. Alors Julien Kitty, quels sont les enjeux politiques de cette candidature? Je voudrais, avant de répondre précisément à votre question, dire que lorsque le président Patrice Talon dit que je resterai dans la dynamique, il dit qu'il restera dans la dynamique jusqu'à ce que ce qu'il y a comme renaissance aujourd'hui rentre, pour parler terre à terre, dans les compétences de vie courante des Béninois. Eh bien, je trouve que le mot est bien choisi parce que rester dans la dynamique ne signifie pas être soi-même dans exactement la même position dans l'appareil d'État. Comprenez ça. Aujourd'hui, la Constitution permet qu'il soit dans la dynamique en tant que chef d'État ou candidat au renouvellement de son mandat au sommet de l'État. Et je le répète, c'est ce que je souhaite pour lui, quand il serait réélu et il ferait 5 ans à nouveau, si au bout de ces 5 ans, les gens ne sont pas encore, c'est pas encore dans les acquis des Béninois, je veux bien prêter ces mots, ce n'est pas encore dedans. Le chef de l'État, quand même, on aurait déjà fait 10 ans. Donc, pour parler comme les gestionnaires de projet, la phase pilote de cette dynamique qu'on veut créer pour le développement du pays serait déjà réalisée. Et il peut avoir la possibilité en ce moment de concéder que d'autres personnes, d'autres individus dans cette dynamique-là puissent prendre le pouvoir. Il se battra pour, et qu'il ne soit pas forcément en position de chef d'État, parce qu'en ce moment, ce serait en violation de la Constitution qui dit que nul de sa vie ne serait 2 fois président de la République. Ah mais, si vous pensez le contraire, si vous pensez le contraire, ça veut dire que vous faites le choix délibéré de le soupçonner au bout de 10 ans de tripatouiller la Constitution et de dire, de tripatouiller la Constitution et de rentrer dans l'illégalité pour s'éterniser au pouvoir. Moi, j'estime que, et ça, cela relève de mon éducation, ce n'est pas des relents partisans, c'est que celui même que vous avez le droit de soupçonner et de vouloir rentrer dans la négation des bonnes valeurs, il faut lui répéter parfois que vous lui faites confiance quant au respect, à sa capacité à être dans la vertu, dans sa capacité à respecter les lois. Je pense que quand la grande masse vous chante que vous portez telle responsabilité et que si vous vous efforcez à respecter les lois, eh bien, toute la République s'en porterait mieux. Vous-même, vous serez honoré, même votre famille serait honorée, même si pas extraordinaire, vous nourrissiez intérieurement l'ambition de tripatouiller les choses, vous êtes parfois contraint moralement de pouvoir les respecter. Attendez, ce n'est pas partout où des chefs d'État, en Afrique ou ailleurs, ont tenté de tripatouiller la Constitution pour s'éterniser au pouvoir que ça a marché. Je vous en prie, ne prenons pas seulement pour parole d'évangile les expériences qui sont déplorables. Prenons aussi les exceptions, si vous voulez, même si ce n'est pas la règle, les exceptions où des gens ont eu ces intentions, ça n'a pas marché. Ce n'est pas pour la première fois dans notre pays qu'il s'est susurré qu'un chef d'État au pouvoir a des velléités pour s'éterniser au pouvoir. Ça s'est fait, on l'a dit sous Kérékou. Est-ce que ça a marché? On l'a dit sous Yahi. Est-ce que ça a marché? Parlons de s'éterniser au pouvoir. Parlons de s'éterniser au pouvoir. Joseph Perdonago, s'il vous plaît. Il a promis, il a fait. Parole d'homme. Ça veut dire que sa parole c'est formidable. Non mais ici, mais pour le moment, donne de pas, sa parole, il ne la respecte pas. Non mais alors, cette parole donnée, la parole donnée de ce d'accord. Moi je vous concède de me couper, de me relancer parce que ça fait la richesse du débat. Je tenais en compte évidemment la suite. Un coup que je vous rends là. Oui, mais non, vous parlez lorsqu'il parle de s'éterniser au pouvoir, est-ce que vous pensez qu'il doit avoir encore d'inquiétude quand la Constitution est bien précise pour dire nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie? Lorsqu'on s'en tient au test de la Constitution, on peut ne pas avoir d'inquiétude, la moindre inquiétude. Mais lorsqu'on sait que... Est-ce qu'avec cette disposition, même si on tombe dans une nouvelle république, est-ce que cette disposition-là ne frappe pas tous ceux qui ont déjà été chefs d'État? Non, attendez. Est-ce que quelqu'un a dit que nous sommes dans une... Non, est-ce que quelqu'un a dit là où nous sommes aujourd'hui? Même s'il arrive... Je vous en prie. Si vous faites l'effort, d'accord, vous faites le choix délibéré de faire de la fixation sur la dimension négative des choses, basta, c'est votre choix. Moi, je pense que ça a une valeur même spirituelle que de rester positif.
Mais je voudrais répondre précisément à votre question pour vous dire, lorsqu'on s'en tient au test de la Constitution, on peut dire il n'y a pas de problème. Que donc il va respecter. C'est exactement comme le code de la route. Tous ceux qui ont le permis de conduire sont censés avoir reçu donc ça. Est-ce que ça veut dire que vous ne voyez pas les gens brûler le feu? Pourquoi on a fait un policier après? Très bien. Pourquoi après on dit qu'au sein de la communauté même, il faut que quand vous vous retrouvez dans le feu, il est rouge, vous voyez quelqu'un qui veut forcer, vous avez le devoir moral de lui dire, mais mon gars, reste tranquille, le feu est rouge, est au rouge. Ça veut dire que c'est une quête permanente, d'accord? C'est un jeu d'équilibre. Je vous ai dit tout à l'heure, un chef qui est au pouvoir, il y a des contingences qui peuvent l'amener à désirer rester davantage, comme si il faut qu'il soit là pour que ça continue de se faire. Mais à ceux qui l'entourent, à ceux qui sont garants donc du respect de la loi, à chaque citoyen de rappeler que voici ce que dit la loi, et le peuple qui est souverain, qui est détenteur du pouvoir, et le président qui n'en est que mandaté, eh bien, que ce peuple puisse rappeler dans les règles de l'art, dans le respect de la loi, que la loi doit être respectée. De ce point de vue, je dis, Patrice Talon reste un être humain. Je ne suis pas dans son cœur. Je ne suis pas prêt, comme le dirait un avocat que j'aime bien, je ne suis pas directeur de sa conscience pour savoir s'il peut être amené à penser des choses du genre. Mais quand il est amené, lui-même il le dit, il est question pour notre pays aujourd'hui de créer des moules. On n'a pas reçu les mêmes éducations, on n'est pas de la même ethnie, on n'a pas les mêmes ambitions secrètes. Mais vous venez, les moules sont là, vous rentrez dedans, la loi est là, vous respectez. Donc moi, je préfère créditer Patrice Talon de bonne foi. Je préfère le créditer donc de beaucoup de capacités à surmonter les pulsions et surtout les mauvaises pressions d'un entourage qui, à des moments donnés, parce qu'on a vu d'autres cas, c'est que les gens sont au pouvoir, c'est souvent l'entourage qui est là, qui dit « Ah mais si vous renoncez au pouvoir, même si la loi ne vous le permet plus, si vous renoncez au pouvoir, nous, qu'est-ce qu'on devient ?» Mais là encore, on peut le réussir lorsque on s'accroche à la bonne gouvernance. Parce que si vous gérez bien une nation, pour partir suivant la loi, c'est moins compliqué que si le pays est mal géré et que vous traînez tellement de casseroles que vous dites si je pars, on verra mes des sous. Mais je n'ai pas, je vous en prie, je n'ai pas, depuis que je vous ai dit, je n'ai pas d'éléments, de preuves que vous sortez qui puissent inquiéter Patrice Talon au point où, et je constate que, je sens dans vos propos même que vous êtes déjà dans la dynamique d'un deuxième mandat pour lui, parce que vous parlez après le deuxième mandat. Donc, merci pour vous de souhaiter aussi que Patrice Talon rempile. C'est mon souhait. Non, attendez, vous voyez très loin. C'est bien, vous êtes en train de voir. Même les mauvaises intentions, pour faire précis, je les vois loin. Pour faire précis, vous êtes en train de voir à partir de 2026. Merci, M. Anago, de concéder déjà que les 10 ans de Talon, c'est bouclé. C'est une bonne dynamique. On y est, prenez-en 50. Non, pas du tout. Non, non, vous faites des incantations. C'est ce que moi, ce qui me dérange. Julian Kitty, ce qui me dérange. Moi, je ne peux pas accepter que... Joseph Perdonago, pas enfin, puisque vous l'avez coupé à un moment donné. Alors, non, régulièrement. Je veux juste que je le fasse pas. Selon vous, cette candidature, quels sont les enjeux? Pardon? Quels sont les enjeux de cette candidature? Pas mal les enjeux, le chef de l'État doit pouvoir les connaître. Pour moi, je voudrais d'abord revenir, bien que légaliste, parce que la Constitution lui permet, n'est-ce pas, de se positionner pour un second mandat. C'est une évidence. Mais à partir de quand allons-nous commencer par intégrer... Comment sera la bataille politique? Non, je vous en prie. La compétition. D'un point de vue, vous parlez d'enjeux. D'un point de vue, je me dis, la Constitution lui permet de se présenter pour une seconde fois. Dans le même temps, je dois me référer à ses propres dires, à ses propres propos, pour dire, quelque part, l'homme n'a pas tenu parole. Et ça, c'est important. Et donc, moi, ce qui me fait dire, lorsque je mets l'un dans l'autre, je me dis, n'ayant pas tenu parole, parce que je dis, on peut faire le job en 5 ans, en un mandat. Voilà celui-là qui, brutalement, change d'avis. Qu'en sera-t-il demain? D'où, moi, mes inquiétudes. Si mon confrère... estime que je suis en train d'intégrer
un nouveau mandat ou d'intégrer les 10 ans de talon. Je dis non, ce n'est pas le cas. Je suis en train d'intégrer la versatilité. Vous concédez la légalité d'une nouvelle candidature, Patrice Talon. De l'homme politique qui est devenu versatile. Alors, c'est cela un peu, moi, ma lecture. Je voudrais faire cette analyse. Les enjeux, le chef de l'État sortant est mieux placé pour les connaître. Moi, je dis, il a toute la latitude d'aller se positionner et de permettre. Parce que là, si on veut parler d'enjeu, l'enjeu devrait pouvoir consister à faire organiser, à laisser s'organiser des élections véritablement inclusives. Pour l'heure, rien ne projette, rien ne se profile à l'horizon qui puisse nous rassurer de ce que les élections à venir seront inclusives. Enjeu, c'est le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Permet-il au président de la République d'aller à ces élections de 2021 la conscience dégagée? Moi, de mon point de vue, en tant que Béninois, en tant que citoyen de ce pays, je me pose beaucoup de questions. Parce qu'il y a un certain nombre de situations qui n'ont pas été résolues, qui n'ont pas été étudiées à fond. On a les arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme qui sont là. On a les récriminations de la classe politique, de l'opposition, qui sont là. Personne n'en a cure. Et donc, on va aux élections dans ces conditions-là. On en impose pratiquement à tout le monde. Ce qui est en train de se profiler à mes yeux n'est pas une élection. Parce qu'en fait, l'élection doit rassembler un certain nombre de principes et de normes. Ces normes ne sont pas réunies. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Il faut avoir aussi l'honnêteté de le reconnaître. Et donc, enjeu, c'est d'abord de mettre les choses à plat, d'organiser de véritables élections inclusives. Je ne voudrais pas aller sur un autre terrain parce que nous allons l'aborder tout à l'heure. Et donc, de mon point de vue, les intérêts sont beaucoup plus perçus par le chef de l'État et il est seul maître à bord. Il est seul maître à bord. Alors, avant d'évoluer dans le débat, Julien Kitty, est-ce que Patrice Talon, aujourd'hui candidat à la présidentielle de 2021, est-ce qu'on peut dire que le boulevard est ouvert, il sera forcément là en 2021 ou bien il y aura véritablement compétition? Non, je pense que lorsqu'on va à une compétition, c'est vrai, chacun des candidats, s'il veut se donner des chances de gagner, se fait un mental fort, se dit mais c'est moi qui vais gagner. C'est ça qui lui permet de mettre en place une stratégie, une batterie de stratégies pour pouvoir l'emporter. Donc c'est clair, le chef de l'État, s'il déclare qu'il est candidat, eh bien c'est qu'il met toutes les chances de son côté, tous ceux qui sont autour de lui travaillent à cela. Et donc, je vous ai dit, je ne vous ai pas caché que moi, je souhaite bien qu'il rempile. Et l'enjeu principal pour faire incursion sur l'autre question, c'est qu'il y a une série de réalisations qui sont là, qu'il a impulsé, une dynamique qu'il a impulsée, et dont pour le moment, sa personne est utile dans le dispositif pour les conduire. Et comme la loi n'interdit pas ça, donc on peut concéder qu'il veuille bien être encore candidat. Mais est-ce que le boulevard est ouvert pour que ce soit comme du pain béni pour lui? Non. Pourquoi on doit aller à une compétition, on doit considérer que c'est comme s'il n'y a rien devant? Non, on est 11 millions de Béninois. Il y a une frange des Béninois qui a plus de 40 ans et qui remplit les conditions donc civiques et politiques pour être candidat. Des citoyens béninois, il y en a qui annoncent déjà leur candidature. La compétition va se faire. Et comme il le dit, oui, les élections... nous avons toujours souhaité, même le chef de l'État l'a dit, après les législatives où il y a eu des quoi qu'il a dit, son souhait c'est que les prochaines occasions que nous avons pour faire des consultations électorales soient des fêtes pour nous. Alors, les questions qui se posent aujourd'hui et qui font craindre que les élections ne soient pas ouvertes, eh bien, ces questions aussi, le chef de l'État ne s'empêche pas de les aborder sous le prisme qui relève de sa perception des choses. Le plus important aujourd'hui, c'est de dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche un parti de l'opposition aujourd'hui de désigner un candidat, de supporter, d'avoir une candidature à l'élection? Je ne pense pas. Parce que, oui, est-ce que le parrainage ne sera pas... Non, mais ce débat, si vous le voulez, le grand mal de ce débat, c'est qu'il y a deux parties. Vous avez des gens qui travaillent à expliquer
pourquoi nous en sommes arrivés à avoir, pour ceux qui détiennent ce parrainage, donc les parrains des maires et des députés essentiellement du même bord politique, et puis les autres qui se disent comme si c'est un héritage, c'est un droit parental. Nous devons être dans nos fauteuils douillets pour que les autres viennent nous dire venez prendre le parrainage. Mais vous allez faire tout le temps le débat. Est-ce que le comportement de toute la classe politique aujourd'hui, toute tendance confondue, ne consacre pas la validité, la légalité et pour ce qui est de la légitimité progressivement en train d'être acquise, parce que on peut faire le débat sur pourquoi les députés ne sont pas, il n'y a pas beaucoup de des députés de l'opposition, des députés de la mouvance, mais est-ce que le comportement de tout le monde ne consacre pas la validité des législatives de 2019? Oui. Tous ceux qui contestaient ça, ils ont, sur la base de ces lois qui ont permis d'élire ces députés, ils ont eu tous les papiers qu'il faut pour exister, parler escalité aujourd'hui, en tant que parti politique ou autre. Donc, disons-nous la vérité. Et maintenant, si vous validez ça, si vous êtes d'accord avec ces lois, ça veut dire que les députés qui sont là, représentent la nation. Maintenant, est-ce que ces députés représentent la diversité d'opinions au sein de la nation qu'on aurait souhaité? Non. Maintenant, si les maires qui sont là, vous avez FCBE qui a quelques maires, je crois 6 ou 7. Alors, les autres, la loi dit qu'il faut avoir jusqu'à 16 parrains pour être candidat. Ça veut dire que nous sommes dans une situation où on est bien obligé de se dire, nous sommes tous des Béninois, quels que soient nos bords politiques, nos différences politiques, mais si le chef de l'État, lui, Patrice Talon, n'aura pas besoin des 77 maires du Bénin, n'aura pas besoin des 82 députés à lui seul. Et puisque nous souhaitons tous qu'il y ait compétition, vous pensez que si on donnait des maires et des députés donnaient le parrainage à quelqu'un comme Joël Aïvo qui ne cache plus ses intentions, à quelqu'un comme Eric Koundété, à quelqu'un comme qui encore, d'autres aussi qui s'annoncent pour être candidat, vous pensez que ça fera que Joël Aïvo et Eric Koundété vont commencer par dire dans leur campagne « Ah, merci Papa Talon, merci d'avoir fait chose, nous t'offrons notre passivité bienveillante pour que ce soit forcément toi qui gagne ». Non, ils vont faire la compétition, crânement la compétition. Il faut souhaiter que chaque institution joue son rôle dans le cadrage juridique et institutionnel qui lui est donné. Et nous sommes tous là, en toute connaissance des dispositions légales et de notre histoire, pour dire là où ça ne va pas, là où ça peut aller. Et maintenant, il faut le dire au moment où c'est nécessaire de le dire pour que quelque chose soit corrigé. Parce que ceux qui sont au pouvoir, le gouvernement qui est là, le chef de l'État, ce n'est pas un extraterrestre. Mais quand je vois des sachants qui laissent des choses se faire, qui attendent à un moment où tout est mis en route pour dire que ce qui est recherché, c'est qu'on remette tout en cause. Vous voyez, on va faire le débat tout à l'heure. On ira jusqu'à parler de l'affaire des 45 jours, donc pas les gens... Non mais attendez. Oui. Quand on sera en train de parler de ça, qu'est-ce que vous allez dire à ceux qui pensent que... Non, attendez. Qu'est-ce que vous allez dire à ceux qui, comme M. Anago, veulent qu'on considère que à cause des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, à cause des revendications de l'opposition, en tout cas de ceux qui font office d'opposition, parce que c'est maintenant que certains partis veulent se déclarer de l'opposition, mais à cause de ce que disent certains artisans des droits de l'homme qui trouvent que, tel que ça évolue, il faut qu'on réagisse pour que les droits de l'homme soient préservés, ce qui est normal à cause de tout ça. Donc, non, il faut dire, il n'y a plus d'élection présidentielle en 2021. Parce qu'en 2021, quand on va le faire, si on devrait même dire qu'on veut éviter même les histoires on veut éviter de repousser les élections de quelques jours, ça veut dire qu'on les ferait même en mars. Donc maintenant, il faut arrêter tout. Certains vont dire, il faut faire assise nationale. Ça veut dire qu'il faut s'entendre, si je vous comprends bien, il faut s'entendre pour dire, créons davantage de vide juridique, parce qu'on veut s'asseoir pour discuter, parce que ce ne sera plus merci à vous, Julien mais ce sera maintenant peut-être un an. Joseph Perdonago, vous allez même proposer une transition alors qu'on n'est pas en état d'exception. Joseph Perdonago, sur ce qu'a dit Julien Kiti avant qu'on passe aux décisions de la Cour constitutionnelle.
voudrais attirer votre attention sur la subtilité langagière dont il a fait preuve tout à l'heure pour faire du coq à l'âne. Non, même pas. On le ramène à la... Non, moi je ferais... Je le ramène dans le débat. Non, je fais pas. Je suis désolé, je ne fais pas du coq à l'âne. Je le ramène dans le débat. Je ne fais pas du coq à l'âne. Ça, c'est une insulte à ma personne. Bon, alors, je retire... Du coq à l'âne, ça veut dire que celui qui fait du coq à l'âne, il a une difficulté de raisonnement. Il joue le malin. Il a retiré. Non, attendez. Vous savez, tout à l'heure, il était sur le débat au regard de la question que vous lui avez posée. Oui. Et puis, par je ne sais quelle alchimie, il s'est retrouvé sur un autre débat. Non, on peut faire rien. Il veut me contraindre. Je ne serai pas là. Il m'attendra longtemps à ce carrefour. Je voudrais revenir sur... Peut-être que vous craignez de ne pas vous en sortir sur cette question. Oh, ben, moi, je voudrais aller... Puisque vous dites que vous craignez par méthode. Je voudrais aller par méthode. Parce qu'en fait, moi, je voudrais que demain, quand on va revisiter cette émission, qu'on se dise... c'est pas possible, c'est de la prophétie. Parce que là, c'est ça les analyses, quand c'est pointu. Alors, il disait tantôt, mon cher confrère, que j'admire beaucoup, parce que là, quand il veut dire quelque chose, il s'y accroche, même s'il n'y croit pas. Alors, ah bon, vous voyez, il s'érige en directeur de la conscience. Même s'il n'y croit pas. Non, je voudrais le dire. Là encore, une autre affirmation qui est gratuite. La Cour constitutionnelle. Non, je dois aborder ce débat. Je ne peux pas me prononcer sur la Cour constitutionnelle. Allez-y, s'il vous plaît. Il disait que, de toute façon, le président sortant, candidat à sa propre, enfin, du moins, à sa propre gestion, ne pourra pas s'arroger tous les parrains. C'est une évidence. Évidemment. Et moi, l'analyste que je suis, je voudrais encore lui dire, et il le sait d'ailleurs, que si le président de la République sortant voudrait s'arroger pratiquement tous les parrains, mais il peut le faire après avoir pris ses 16 parrains. Il peut aussi fabriquer autant de candidats qu'il veut. Il y a compétition ou il n'y a pas compétition. Oui, mais qu'est-ce que vous dites de ceux qui, n'étant pas avec lui, sont autorisés à être candidats? Pourquoi vous voulez qu'ils viennent faire votre bonheur à votre place? Est-ce que je peux aller au bout de ma réflexion? Allez-y. Alors, donc, laissez-moi le faire. Et donc, je dis, on peut nous offrir une élection postiche. Et donc, moi, je suis là pour analyser tous les contours. Et vous faites quoi en ce moment? Alors, donc, vous dormez, vous dites aux autres de ne pas organiser les élections. Je suis candidat. Non, mais attendez. Ne me déniez pas mon rôle. Je suis un analyste. Depuis, vous ne vous adressez pas à ceux qui ne sont pas d'accord avec la gouvernance de Patrice Talon et qui ont l'autorisation, le droit constitutionnel d'être candidats aussi. Donc, ils décident d'aller en compétition. Ceux-là, il faut les écouter. Ils ont dit que les conditions optimales d'une élection crédible, transparente, inclusive ne sont pas réunies. Mais analysez ces conditions. Vous ne voulez pas les écouter aussi? Est-ce que vous analysez? Moi, je les écoute, s'il vous plaît. Est-ce que selon vous, Joseph Perdonago, tout ce que dit l'opposition est irréprochable? Tout ce que dit l'opposition est réaliste? Non, mais même faisable, dans la totalité, aujourd'hui. Et quelle serait la conséquence? On a comme l'impression qu'à vous entendre, tout ce que dit l'opposition relève de l'orthodoxie. Un certain nombre de choses réelles, réalistes, dont il faut tenir compte. Lorsque je repars en arrière, on était à quelques encablures législatives. On a vu l'opposition dire attention, ça ne va pas. On a vu des universitaires, on a vu des intellectuels monter au créneau pour dire n'allez pas dans ce sens, gouvernement, gouvernant, ne le faites pas parce que cela ne pourra pas nous conduire au bonheur. On a vu le résultat. C'est-à-dire on a foncé dans le mur, on a vu le résultat aujourd'hui. Aujourd'hui, on déplore les législatives, y compris le chef d'État qui dit bon ben il aurait souhaité mieux que ça. Pourtant, on en avait averti. Parlant d'intellectuels, on a vu cette semaine bon nombre d'intellectuels opiner au sujet de cette décision de la Cour constitutionnelle concernant le parrainage et la prorogation du mandat du président de la République. Joseph Perdonago, vous avez revendiqué plusieurs fois ici sur le plateau que vous êtes analyste politique. Quelle est votre analyse de cette décision de la Cour des 7 sages? Bon, mais écoutez, je ne vais pas me régner. Moi, j'ai titré. Est-ce que le motif vous paraît pertinent? C'est un déni de justice, une incompétence négative de la Cour. Et ça, je n'invente rien. La formulation incompétence négative est du domaine du droit. Et donc, il s'agit, nous sommes en présence ici, d'un déni de droit, cela va de soi, et aussi d'une incompétence négative.
je suis heureux parce que je ne suis pas un juriste, je ne suis pas un spécialiste de ces questions. Heureusement donc que des sachants sont montés au créneau et pas des moindres pour nous montrer le chemin, la voie à suivre. Et donc je ne voudrais pas citer le professeur Olo par exemple qui est monté, qui a tout détaillé et qui a dit ce que devrait faire la Cour. Et il y a une jurisprudence en la matière, et donc qui a été citée. Et en ces matières, sans être un spécialiste du domaine, j'en suis un profane et je le reconnais, j'avoue mon impéritie en cette matière. Cependant, je dis, selon ce que on nous a appris, les bribes, lorsque vous faites même la première année de droit, on vous dira la jurisprudence ce que c'est. On s'inspire de la jurisprudence pour avancer. Bon, si les 7 sages de la Cour Djambouénou ont choisi de ne pas s'inspirer de la jurisprudence, mais moi, je disais déjà sur un plateau que je ne m'attendais à rien. Lorsqu'il y a eu ces recours, je dis, je connais déjà la position de cette Cour qui n'a jamais trouvé à dire contre la gouvernance de l'actuel pouvoir. C'est-à-dire, tous les recours qui sont allés et qui vont dans le sens de déclarer non conforme telle attitude du gouvernement se sont retrouvés face à un mur. Et donc, moi, je ne m'attendais pas à autre chose que ce qui s'est produit. Mais heureusement que des sachants, dont un certain ancien président de la Cour constitutionnelle, sont montés au créneau pour dire ce que devrait être le droit. Vous parlez du professeur Théodore Olo, ancien président de la Cour constitutionnelle. Je me range carrément de ce côté. Sortant. Alors, Julien Kidji, quelle est votre position sur cette décision de la Cour constitutionnelle concernant le parrainage et la prorogation du mandat? Pour moi, ma position, pour ne pas être dans la polémique, ma position tient encore de mon attachement à la loi. C'est vrai que le purisme juridique, presque à l'aveuglette, ne fait pas le développement. Mais tant que nous ne sommes pas en situation aussi dramatique qu'on le dénonce du côté des amis de M. Anago, eh bien, je pense que je me pose une question. Est-ce que la personne physique ou morale qui pose un acte est autorisée à le poser? Est-ce que la Cour constitutionnelle est autorisée à rendre une décision du genre? Oui. C'est écrit dans la Constitution que c'est à elle de rendre une décision qui est sans recours. Mais est-ce que le motif évoqué qui est sans recours vous paraît pertinent? On s'entend, c'est sans recours. Oui, on s'entend. C'est nous qui avons décidé, dans notre vocabulaire, de les appeler les sages. Quelle est la définition que vous donnez à la sagesse? Les critères de désignation des gens pour aller là-bas sont connus. Est-ce qu'on les a respectés? Si on les a respectés, si c'est validé, tant mieux. Maintenant, heureusement, on a dit que les décisions de la Cour constitutionnelle ont beau être sans recours, elles sont susceptibles quand même de commentaires du citoyen. Et donc, c'est ce qui se fait. Il se fait qu'il y a une série de décisions de la Cour constitutionnelle, l'actuelle mandature, qui sont en harmonie, qui sont en cohérence avec celle qu'elle vient de rendre. Lorsqu'il aborde, il prend le prisme de la jurisprudence, je pense que ça ne permet pas d'attaquer la Cour Djambouénou sur la question. Parce que la jurisprudence également, même si on s'en sert pour évoluer, il y a un autre principe que quand vous avez une série de jurisprudences qui n'est rien d'autre que, en fait, une décision prise par l'instance face à une matière et une autre matière similaire vient dans presque les mêmes conditions, on demande simplement à la juridiction de tenir compte de ce qu'elle avait déjà dit, telle chose face à une telle situation. Que ce soit avec les mêmes hommes qui sont là ou avec d'autres, puisque les hommes passent, l'institution reste. Mais il y a un autre principe. Puisque c'est pour évoluer qu'on utilise la jurisprudence la plus proche prend le dessus sur la plus ancienne. Et les juristes encore de haut niveau, parce que moi je n'en suis pas un de très haut niveau, mais je connais ça un peu, c'est encore eux qui ont sorti ce qu'on appelle le revirement jurisprudentiel. Donc, pendant qu'on est en train de dire ça, ça veut dire que des situations dans la République peuvent amener des gens à dire « nous faisons autrement ». Alors, s'il n'y a pas longtemps, la Cour constitutionnelle, la mandature actuelle, a fait autrement,
Et on lui demande maintenant de rendre une décision. Et ceux qui ont déposé les recours ont un intérêt à ce que la Cour rende la décision dans tel sens. Est-ce que leur intérêt impose à la Cour d'aller dans ce sens? Ce qu'on peut demander, par contre, on peut souhaiter à la Cour constitutionnelle, c'est de motiver sa décision. Je crois que ça a été fait. Ce qu'on peut regretter, par contre, c'est qu'il y a une forme, d'accord, de traitement des dossiers au niveau de la Cour constitutionnelle que la mandature Diogbenou a voulu instaurer. Mais j'ai l'impression que ça ne me donne pas l'effet que moi j'espérais quand j'avais jubilé. C'est-à-dire que ces débats-là, que ce soit plus discuté, qu'on explique mieux, argument contre argument, pourquoi la Cour a été obligée d'aller dans tel sens. Et là encore, je reviens à quelque chose. Ce que voulaient les requérants, c'était qu'on déclare le parrainage. Ils voulaient terre à terre qu'on annule. C'est-à-dire que la décision de la Cour permette de sauter le verrou du parrainage. Que la décision de la Cour constitutionnelle permette de déclarer que à partir du 5 avril à 0 heure, donc 6 avril, le mandat du président qui est là est fini, on tombe dans un vide juridique. Je répète encore, la Cour constitutionnelle chargée de réguler l'appareil institutionnel de l'État a derrière un rôle de préservation de la paix. Maintenant que les gens, moi je suis d'accord que les gens fassent tous les commentaires qu'ils veulent faire, mais je m'en tiens dans ce dossier-là. Personnellement, c'est mon choix de dire, est-ce que ceux qui l'ont fait, ils sont autorisés à le faire? Ils l'ont fait. Faisons le commentaire. Vous avez votre point de vue, j'ai mon point de vue, mais je préfère dans ça. Vous savez, ce n'est pas de mes habitudes de ne pas me lancer dans les détails sur les commentaires. Mais sur ça, je dis, tant que la loi n'est pas violée, je continue. Maintenant, moi, personnellement, je vous dis, j'aurais aimé. La question du parrainage, c'est une bonne réforme. Mais si, par exemple, les choses s'étaient passées de sorte à ce que des partis d'opposition avaient eu beaucoup de maires aussi, beaucoup de députés aussi, et qu'aujourd'hui, il ne se trouve pas des députés et des maires de la mouvance présidentielle pour exprimer la bonne foi républicaine de donner parrainage à des candidats potentiels de l'opposition, pour que les institutions de la République, y compris le chef de l'État, soient dans la dynamique de rendre le parrainage comme un acte républicain et non partisan. Moi, je sais que pour ce que je souhaite de la démocratie, pour ce que j'en sais, est-ce que je sais des Sciences Po? Eh bien, l'idéal aurait été que celui qui parraine un candidat, que cela relève de sa conviction, que ce soit un candidat qu'il soutient. Mais si on repart dans vers les circonstances dans lesquelles on en est arrivé à ce que au Parlement ne soient représentés que 2 partis politiques qui ont le droit d'être de la mouvance présidentielle, je le répète, qui ont le droit. On ne peut pas les obliger à dire vous passez dans l'opposition. Mais est-ce qu'on fait disparaître l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on dénie aux députés leurs droits? Maintenant, les maires, on a fait les élections communales. Moi qui vous parle, n'ai-je pas battu campagne pour l'UDBN, pour les élections communales? On est allé aux élections. L'UDBN n'a pas été éligible au partage des sièges de conseillers communaux, alors que le parti a levé des sièges. Est-ce que pour ça, on dit que les résultats des communales ne sont pas valides? Non. Est-ce que pour ça, on dit que si FCBE a 6 maires, est-ce que pour cela, on décrète qu'ils en ont 16? Non. Donc on est obligé. Est-ce que lorsque le tableau est comme ça, il y a un choix à faire? Est-ce que nous faisons le choix de dire, parce que les législatives, là, ça ne s'est pas passé dans les conditions qu'on aurait, les conditions idéales. Les communales, c'était-il de la faute du chef de l'État si les partis d'opposition n'étaient pas nombreux à la compétition éligibles, ensuite n'ont pas pu lever beaucoup de sièges? Eh bien, est-ce que pour tout ça, on décrète que les élections présidentielles de 2021 ne vont plus se passer? On vous a compris. Ou est-ce que pour ça, il faut se forcément sauter Perzo, le parrainage? Si on le saute, tant mieux. Parrainage et prorogation du mandat du président de la République. Votre commentaire? Vous savez, j'ai aimé un certain nombre de petites clés que mon confrère a partagées tout à l'heure. Et je voudrais pouvoir partager à nouveau avec lui? Oui, tout à fait, parce que j'aime ce genre d'exercice. Il est très attaché au principe. Il ne va pas se dédire parce qu'il vient de le dire. Très attaché, il est légaliste. Je le suis aussi.
l'un des principes sacro-saints de notre Constitution, ou que porte, ou auquel s'est adossée notre Constitution, est que la procédure d'urgence ne peut jamais concerner une révision constitutionnelle, encore moins une loi organique. L'actuelle Constitution qui est là, l'a été procédure d'urgence. Je ne l'invente pas. J'ai dit, j'avoue mon impéritie pour les choses juridiques. Cependant, je vais à la source. Il m'est revenu. Et là, cela est là, on peut comparer aujourd'hui que c'est en procédure d'urgence. Vous n'allez pas me dire le contraire aujourd'hui, que cette constitution a été révisée. Ce n'est pas, ça ne se fait pas, c'est contenu dans nos lois qui nous guident. Principe pour principe. Violé d'ailleurs. Et ça, si vous en êtes fiers, je ne sais. Moi, j'en suis pas fier. On dit, on est allé très loin pour dire, même une loi organique ne peut passer en procédure d'urgence. Mais notre loi fondamentale est passée en procédure d'urgence. Puisque nous sommes légalistes et les décisions de la Cour sont sans recours, voilà une constitution qui a été, certains ont parlé de Nuitama, Katimini et tout le reste, puisque moi je retire simplement pour être plus galant. Je voudrais être plus galant pour dire cela a été voté en procédure d'urgence, ce qui ne doit pas être le cas. Vous avez compris. Alors, que dirait mon confrère? Est-ce que ce jour-là, lorsque les gens l'ont fait ou s'apprêtaient à le faire, il faudrait qu'une escouade de citoyens aille avec des gourdins pour les en empêcher? Non. Si on est légaliste, on laisse faire. Oui, non, mais moi, je ne donc, prône pas la violence. On a laissé faire une mauvaise constitution qui est là aujourd'hui. Et on refuse que les gens contestent. Ça, c'est extraordinaire. Ah, mais vous êtes en train de déclarer quelque chose je dis pas qu'on soit dans la vérité. Vous n'êtes pas dans la vérité en disant qu'on empêche que les gens parlent. Ça a été fait en procédure d'urgence. Ça, vous reconnaissez-le. Alors que la loi... Vous l'avez déjà dit, ça a été fait en procédure d'urgence. Oui. Et donc, moi, je dis, au regard de ces choses, doit-on aujourd'hui accuser l'opposition ou une certaine classe ou une certaine société civile de dire ce n'est pas bien, nous sommes en train d'avancer sur une base friable, une base qui ne tient pas, des fondements qui ne tiennent pas et qui mettent à mal la cohésion nationale. Je trouve qu'ils sont dans leur rôle de le dire. Et moi, je suis là pour répéter ce qui se dit ou ce qui se fait. Et donc, le parrainage, ceci entraînant cela, je dis, dans le même sillage, comme je l'ai expliqué tantôt, le parrainage, c'est une démarche vicieuse qui n'anoblit pas notre démocratie. Il faut aussi pouvoir le dire. Et ce qui est extraordinaire dans ce pays, lorsqu'on voit même les choses s'effriter, on fait l'effort de dire ça doit s'effriter parce que c'est bon. Certains même sont allés jusqu'à dire bon ben il faut laisser faire comme ça et puis après on va réajuster. Et donc, par contre, nous ne sommes pas des inventeurs en la matière. C'est cela. Le parrainage n'a pas été inventé au Bénin. Mais qu'est-ce qui se passe ailleurs? C'est ça le problème. Ailleurs, c'est le peuple qui parraine. Ici... Est-ce que nous avons la logistique pour faire ce type de parrainage? Logistique citoyen. Oh ben écoutez, quelle logistique? Vous parlez d'une logistique, mon cher confrère. Il n'y a pas de logistique qui vaille. C'est une question, c'est une volonté. Et lorsque, par exemple, un président de la République en Afrique décide de s'éterniser au pouvoir, il trouve que le parrainage citoyen, on recueille les empreintes. Il trouve les outils qu'il faut pour se maintenir au pouvoir. Et nous sommes dans le cas d'espèces. Je le dis simplement. Voilà un peu ce que c'est. Le parrainage... La prorogation du mandat du président de la République. Ben, je l'ai dit tout à l'heure parce qu'il m'a amené sur ce débat. Moi, je dis, je me réfère simplement aux propos et aux éclairages de Sachant. En l'occurrence, je me réfère aux éclairages du professeur Olo. Je me réfère aux éclairages mais certains on lui a dit de l'agrégé dans les Joël commentaires Aïvo, que le professeur Olo a été plus politique que technique. Évidemment, on le dira tout à l'heure sur ce plateau. J'ai cru entendre mon confrère dire que Joël Aïvo quand même a de la hauteur dans un certain nombre de choses. Il professe des choses qu'on ne peut pas quand même rejeter du revers de la main. Et donc, si aujourd'hui, moi, vous savez, écoutez, nous sommes le landéno politique ou tout ce qu'on veut, on le connaît, on est au Bénin. Si le professeur Olo était monté au créneau pour dire, bon, ben, le président Talon est en train de faire un travail merveilleux, j'imagine à peu près ce qu'on serait en train de dire en ce moment.
il y a le déni de la contradiction, finalement, qu'on veut cultiver. C'est-à-dire, le monsieur, il est dans son domaine de compétence. Il intervient, et hop, on ne veut même plus, c'est une certaine catégorie de personnes. Mais je leur concède, parce que là, c'est la contradiction. Mais qu'on accepte que le professeur Olo puisse donner son point de vue. Alors, Julien Kitty, nous sommes pris par le temps, mais j'aurais bien aimé qu'on opine sur le cas d'Abomey Calavi. Julien Kitty, ma question à votre endroit, avant qu'on passe au cas d'Abomey Calavi, aux affaires domaniales là-bas, c'est de savoir, est-ce qu'on peut, à travers la législation, proroger ou réduire un mandat en cours, un mandat électif en cours? Bon, cela suppose, quand vous posez la question comme ça, que cela ait pu être, ou cela ait pu être l'objectif du législateur. Est-ce que quelqu'un était demandeur d'un jour de plus pour un mandat de 5 ans? Je n'ai pas un élément tangible, officiel, qui puisse me permettre de le dire. Je n'ai pas entendu le chef de l'État. J'ai dit sur votre plateau ici, Maître Prise, que l'une des choses qui le caractérise et pour laquelle moi j'ai un faible pour lui, c'est qu'il dit ouvertement ses désirs, ce qu'il veut faire, ce qu'il soutient, même quand ça ne marche pas. Je trouve que c'est un homme de conviction. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il... Oui, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit doit plaire à tout le monde ou tout ce qu'il dit est juste. Je répète, c'est un être humain. Il a le droit aussi de se tromper. Oui. Voilà. À ceux qui sont... Vous savez, à vos temps perdus, c'est sûr que vous faites un peu de football. Vous savez le rôle d'un attaquant de pointe? Il prend la balle, il dribble, il est rapide, opportun. Il marque un but et son équipe gagne. Qu'est-ce qu'on demande à un défenseur bien futé de faire? C'est de le surveiller et de contrôler la phase la plus importante qui est la récupération du ballon par l'attaquant. Si vous le contrôlez, si vous le prenez à l'instant où il est en train de récupérer la balle, vous savez même d'avance ce qu'il veut faire. Vous savez l'attitude qu'il faut avoir pour qu'il ne puisse pas aller plus loin que ça, si tant est que vous pensez que son intention est nuisible pour tout le groupe. Non, le législateur, je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu le gouvernement envoyer un projet de loi. Donc c'est en cohérence. Vous dit, donc, je veux... Cette prorogation a été faite en cohérence avec certaines réformes. Maintenant, le Parlement, là encore je vous répète, même s'ils sont 82 là, ça fait 82 Béninois. Il n'y a pas un seul mineur parmi eux. Non, monsieur Anago, il y a un seul mineur au Parlement. Il n'y en a pas, ils sont tous adultes. D'accord? On a toujours vu les adultes. Non, non, je vous en prie. De mauvaises choses aussi. Oui, il se fait que la législation dans notre pays, vous serez surpris, ma démarche aujourd'hui, demain, ça peut ne pas être dans 24 heures, on se rencontrera pour que je vous dise, voici la pédagogie qu'il faut adopter pour que ce que nous voulons pour notre peuple, ce que nous voulons que le Bénin soit dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, ça puisse être idéalement cela. Parce que tant que nous n'allons pas interroger notre système institutionnel, notre système de délégation de pouvoir ou de démocratie par délégation, pourquoi on appelle le Parlement l'Assemblée nationale, la représentation nationale? Est-ce que c'est dit que ceux qui sont là ne sont pas représentants du peuple? C'est vous et moi qui trouvons que ça manque d'élégance qu'au Parlement, il n'y a que des gens qui, à un moment donné, aient le même point de vue ou bien soit de la même tendance. Parce que ça peut changer demain. Le même Parlement, avant d'aller à son terme, peut changer. Vous pouvez ne plus avoir un Parlement que vous appelez monocolore, c'est vous qui le trouvez comme ça. Donc le chef de l'État, si les parlementaires décident de modifier la Constitution, il la modifie dans ces conditions. Si la Cour constitutionnelle trouve que la Constitution telle qu'elle est là, bon, elle a respecté les normes de sa révision. Si le chef de l'État a regardé, alors qu'il a peut-être la possibilité de renvoyer ça à la Cour constitutionnelle pour dire, je ne promulgue pas, il a dit, c'est bon. Dites-moi, en dehors de ces 3 étapes-là, ces 3 niveaux, quel autre niveau la Constitution du Bénin qui était en vigueur prévoit pour modifier la Constitution? C'est-à-dire que pour faire chose. Maintenant, si vous voulez faire les débats il faut aller au référendum pour que chaque Béninois puisse relire
le test pour le faire, on fera un autre débat. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Joseph la constitution Perzo qui est là est Anago, illégale, merci est illégale? à vous, Je ne pense Jules pas. Léon Kitty, Joseph Perzo Anago, depuis Et puis, non, excusez-moi, quelques il a dit un truc semaines. qui est totalement faux. Et ça, il faut le dire. Allez-y, Personne n'empêche des sachants ou même citoyens lambda de dire qu'il n'est pas d'accord avec l'édition de la Cour, qu'il n'est pas d'accord avec la gouvernance. La preuve, vous êtes là en train de parler, personne ne vous inquiète. Et je vous ai dit dans les coulisses, vous n'avez peut-être pas révélé ça ici. Moi, je vous ai dit, il y a des choses que vous disiez depuis très longtemps, en disant si on fait comme ça, ceci mis à côté de l'autre, on risque d'avoir tel blocage, on risque d'avoir telle difficulté. Je vous ai dit en partie, on peut trouver de la prophétie dans ce que vous êtes en train de dire. L'honnêteté intellectuelle me permet de le reconnaître. Mais après, ce que je dénonce dans le comportement du professeur Olo, à qui je ne dénie d'un iota le droit d'être sachant, je dis la gestion du timing. Vous savez, il est arrivé tout le temps dans ce pays qu'on se retrouve dans un mouchoir de poche avant que des sachants ne viennent dire « Ah, il faut remettre tout en cause ». Lorsque le professeur Théodore Olo parle maintenant, dites-moi honnêtement, j'en aurais fini, s'il avait parlé il y a seulement 5 mois, 6 mois, vous ne voyez pas qu'on aurait plus de marge de manœuvre d'appliquer. Maintenant, ne prenez pas les débats sur les réseaux sociaux pour la position du gouvernement ou la position des vrais types comme vous et moi. Parce que Julien vous avez Kitty des gens sur les réseaux sociaux qui pensent soutenir peut-être le gouvernement ou le chef de l'État qui, dès que quelqu'un parle, il faut l'injurier et dire qu'il est un enfant bâtard. C'est pas ça le problème. Merci. Mais on peut contester et discuter ce que dit le professeur. Et il est venu au mauvais moment. De ces affaires domaniales dans la commune d'Abomey-Calavi qui sont depuis quelques semaines devant le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi et dont hier un des procès a connu une issue où l'ancien maire Patrice Komla-Ousou-Guédé a écopé de 12 mois, j'allais dire, d'emprisonnement ferme. Oui, mais c'est vrai, je voudrais faire un petit bémol pour dire que mon confrère, je le soupçonne Et puis là, je voudrais lui intimer l'ordre désormais, n'est-ce pas, de se frayer un passage au niveau de la présidente de la République parce qu'il sera un bon communicateur. Non, mais je ne le dis pas pour me moquer de lui parce que là, il a l'art, il a la science. Bon, je voudrais fermer cette parenthèse pour faire plus sérieux et dire que si l'on vous dit, chers confrères ici sur ce plateau, si quelqu'un venait à vous dire que depuis depuis 2016, pour être plus précis, si quelqu'un venait à vous dire que la loi ou les lois ou la justice sous la rupture est quelque chose de maîtrisable ou qui est maîtrisé ou qui est comprise, si quelqu'un vous dit que la justice est bien comprise désormais depuis 2016 sous la rupture, c'est que la personne n'a pas compris ce qui se passe. Ce qui vient de se produire à Abomey-Calavi, et à l'image de ce qu'est devenu notre justice depuis 2016, je n'y comprends plus que dalle. Je ne sais plus comment ça tourne. Et puis, le termine, puisque mon confrère a voté le termine. Les gens n'avaient pas appelé à de telles actions. Je vous en prie, le termine, s'il vous plaît. Aujourd'hui, il faut des trophées. On est à quelques encablures des élections. Il faut des trophées pour aller aux élections. Et donc, je pense que le cas Calavi est un bon trophée qu'il faut pouvoir exhiber. Pourquoi je parle de trophée? Les problèmes de Manio ne datent pas d'aujourd'hui. Et comme pour vous suivre dans votre démarche, je dis, je suis avec ces citoyens qui ont toujours voulu qu'il y ait une sécurité foncière, que le foncier soit sécurisé au Bénin et que les actes de banditisme ou de voyoucrasie qu'on note ça et là puissent ne plus exister. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais lorsque ce régime, le gouvernement actuel, a décidé de taper du poing sur la table en termes de corruption, corriger les choses, les remettre à l'endroit, et que les actes qui sont posés sont de nature à ne pas croire en la franchise ou en la bonne foi des gouvernants ou même de la justice, il y a problème. On parle de domaine public, on parle de foncier à Abomey-Calavi, et on parle de domaine public où on a vu des acteurs se retrouver sur la scène ici
Il n'y a pas longtemps de cela. Certains sont allés en prison juste en villégiature et sont sortis. Les acquéreurs ou un acquéreur est encore en prison. Il s'est tapé 5 ans. Et les vrais acteurs de premier plan sont en liberté, en totale liberté. Il y a un préfet, il y a un ministre de l'Intérieur. Ils ne sont pas inquiétés. On repart de la décentralisation. Enfin, de la décentralisation. On repart à Bomé-Calavi. Le nom d'un même ministre, de ce même ministre, circule. On a coffré, enfin, le thème est trivial peut-être, un ancien maire, un autre maire que vous venez de citer vient de coper de 12 mois. L'affaire est pendante, chers confrères, je ne voudrais pas faire trop de commentaires, mais j'estime que là, il s'agit sûrement de trophées politiques qu'on va exhiber. Le moment s'y prête, et après, bon, mais, ils vont tous recouvrir leur liberté. Julien Kiti, vous êtes proche d'une formation politique, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, qui a quand même un ancrage dans la commune d'Abomey-Calavi. Les affaires domaniales sont légion dans la dite commune. Est-ce que vous pensez que ces affaires-là qui apparaissent à quelques jours de l'élection présidentielle constituent des trophées qui vont être brandis pour la compétition prochaine? Non, je peux vous dire de la main sur le cœur que c'est un très mauvais gros piège que d'analyser la situation sous cet angle-là. C'est même ne pas servir la République que de l'analyser sous l'angle que propose M. Anago. Et ça, alors qu'on tire vers la fin du débat, ça va être un crime de ma part d'aller sur ce terrain. Je pense que, et vous avez dit, je connais très bien ce milieu. Et l'UDBN, surtout au cours des élections communales, dans ses messages a pu diagnostiquer le mal pour dire il faut que s'il y a un régime qui veut vraiment frapper fort pour se faire crédible, s'il y a un régime qui veut aider le Bénin, la plus vaste commune du Bénin après Tchaourou, la commune qui a tutoyé ou dépassé donc le million d'habitants, la commune qui est la cité dortoir pour tous les peuples du Bénin, eh bien, ne mérite plus de continuer d'être le nid des conflits domaniaux. Allez au tribunal d'Abomey-Calavi jusqu'à une période récente. Eh bien, les statistiques sont là. Les juges sont fatigués par ces genres de dossiers. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas heureux de savoir que n'importe qui ne peut plus se lever dans la commune d'Abomey-Calavi et s'attribuer le titre de géomètre? Il y a un chef d'arrondissement qui se faisait passer pour géomètre, il n'en avait même pas les qualités, et il y avait même conflit d'intérêts, CA, qui doit contrôler. En même temps, il a un cabinet fictif qui fait office de géomètre. Il est en prison. C'était quelqu'un qui... Je ne me réjouis pas de sa position, mais la prison n'est pas un mauvais lieu en fait. C'est prévu pour que vous alliez là-bas pour aller dans un réarmement moral et spirituel pour retourner plus vertueux dans la cité. Ils se retrouvent là-bas. Ceux qui se font passer pour des intouchables, aujourd'hui ils sont touchés. Mais est-ce qu'on s'est levé, est-ce que la justice s'est levée pour aller interpeller quelqu'un à qui on ne reproche rien? En matière de justice, l'un des points les plus importants, c'est la procédure. Est-ce que quelqu'un, dans le dossier des 39 hectares, où aujourd'hui vous avez l'ancien maire Georges Bada, son adjoint Adimi, plusieurs chefs d'arrondissement qui sont en détention préventive, eh bien, qui d'ailleurs ont eu la possibilité de plaider coupable, leur audience a été renvoyée, mais ça veut dire que la justice permet à ceux-là donc d'exercer leur droit de défense. Un dossier différent, distinct, donc, de celui des 39 hectares, parce que beaucoup font cette confusion aujourd'hui en pensant que c'est dans le même dossier que l'ancien maire Oussou Guédé se retrouve donc condamné à 12 mois d'emprisonnement ferme. C'est pas le même dossier. C'est un autre dossier. C'est vrai qu'il a été écouté dans le dossier des 39 hectares, parce que justement, c'était lui qui, lorsqu'il passait service à Georges Bada, avait dit, je me rappelle très bien, rédacteur en chef de Radio Tado en ce moment, j'étais resté au micro de 8h à 18h pour suivre de près non seulement l'élection, mais ensuite la passation de service avec des reporters sur le terrain, où il avait dit que selon lui, cette décision de justice qui accordait 39 hectares à une seule personne ne pouvait pas être appliquée et avait écrit à la justice au nom de la mairie. Mais il avait dit à Georges Bada, c'est votre famille, selon mes investigations, qui aurait plus de parcelles que quiconque dans Abomey-Calavi en ce moment, et ça ne dépassait pas 16 hectares. Mais alors son témoignage a permis de mettre les autres en accusation. Mais ils vont se défendre. Et jusque-là, ils ne sont pas déclarés coupables. Georges Bada et les accusés peuvent se retrouver en liberté.
c'est le juge qui décide de les mettre en détention préventive. Jusque-là, je ne pense pas qu'il y ait un calendrier politique derrière ça. Et même si vous réussissiez, là encore, vous n'en avez pas la preuve, si vous réussissiez à apporter la preuve que les juges assermentés, qui ont prêté serment, qui ont compétence pour le faire, sont des valets du gouvernement, c'est vous qui peut-être l'insinuez. Si vous apportez la preuve de ça, je dirais encore là, je vais citer quelqu'un à qui on ne peut pas dénier le droit de parler de justice, le bâtonnier Cyril Dikuy, d'accord, qui aujourd'hui est l'une des grandes figures de l'UDBN, et il sait ce qu'on appelle la magistrature, il sait ce qu'on appelle également l'avocature, il a été même bâtonnier. Il a dit une fois à la télévision nationale, lorsque notre confrère Prévert nous lui demandait, mais on a des magistrats parfois qui peuvent être influencés par le pouvoir, qui peuvent être amenés à prendre des décisions qui ne respectent pas la loi. Il a regardé autant de fois que le confrère a ramené la question, il a regardé pour dire, un magistrat qui n'est pas capable de rendre une décision de justice qui respecte la loi et qui sert la société, n'en est pas un. Donc pour moi, dans le rapport, toute la vie est rapport de force. Je n'ai pas vu quelqu'un de l'exécutif en train d'intimer l'ordre à un magistrat d'entamer tel ou tel dossier. Maintenant, est-ce que la justice devrait dire, comme il y a une élection qui approche, nous n'ouvrons pas des dossiers? Et mieux, si vous voulez, si ça peut servir le politique, si ça peut revenir, et ça reviendra peut-être dans les thèmes de campagne, si ça peut servir un pouvoir de dire, sous mon règne, des gens qui se font passer pour des intouchables, mieux qui sont membres influents des partis politiques qui me soutiennent, parce sont amenés à répondre devant la justice. On lui a organisé des activités en faveur de... Non, attendez. Si vous vous permettez de dire des choses du genre, non, allez plus loin en demandant à ce que les procédures soient respectées, que la justice dise le droit. Si ça tombe dans un calendrier politique, un homme politique le récupère. Moi, l'essentiel pour moi, c'est de voir est-ce que le justiciable a eu toutes les conditions, tous les niveaux de recours. On a condamné Patrice Oussou-Guédé. Il a la quinzaine réglementaire de jours pour pouvoir interjeter appel. Il a des avocats à qui on a permis de plaider. Que voulez-vous d'autre? Merci à vous, Julien Kitty. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci non, à vous. On ne peut pas, la justice ne mélange pas deux cas. L'analyste peut trouver que dans la même République, il y a comme une teinte de deux poids, deux mesures. Et là, il faut apporter la preuve de ce que la procédure n'avait pas été respectée là-bas. Mais vous n'en avez pas parlé. Vous en avez fait une incantation. J'aurais bien aimé que vous preniez l'engagement devant nos amis internautes d'être encore une fois disponible pour qu'on puisse revenir beaucoup plus en détail sur cette je pense que cet engagement est pris. Cet engagement est pris parce que je pense que les gens ont eu raison. Je ne sais plus, vous m'excusez, peut-être qu'il va s'en souvenir. Celui qui a dit que si le monde va mal, ce n'est pas forcément de la faute de ceux qui font mal, c'est surtout de la faute de ceux qui savent ce qu'on doit faire ou qui savent bien faire ou qui savent bien dire les choses et qui se taisent. Et moi, je pense que même en milieu partisan, je le répète, j'ai souvent dit aux gens, ce que je vous déclare aujourd'hui, prenez-moi dans 10 ans pour me dire, voilà, tu as été ridicule, tu as fait ci, je veux pouvoir vous expliquer pourquoi je me suis comporté comme ça. Rendez-vous la prochaine pour parler des affaires de manière à Abou Mekalavi. Et je dis, sûrement après je voudrais finir l'audience du vendredi prochain. Je voudrais finir en invitant toute la classe politique et le peuple béninois à s'intéresser aux élections présidentielles qui viennent. D'accord? Intéressez-vous à ça. Prenez les informations, dites ce que vous devez... Oui. Il ne s'y intéresse pas. Non, attendez. Merci à vous, Julien Kitty. Pour que la fête soit belle... Vous n'en finirez pas. Merci à vous. Joseph Perdonago, merci. Parlons de ces conditions. Chacun a un rôle à jouer. Chers amis internautes, merci également pour la fidélité. C'était Info Hebdo de ce samedi. On se retrouve samedi prochain pour notre numéro, peut-être avec les mêmes invités ou d'autres. Portez-vous bien et passez une excellente suite de programmes sur EZAE TV. Rendez-vous demain pour l'invité avec l'ancien bâtonnier Jacques Migan, qui est également acteur politique.